Je ne m'attendais pas à une parade. Je voulais juste mon propre lit, une cuisine propre, et une chambre où je n'aurais pas à m'inquiéter du sable qui s'infiltre dans mes poumons. C'est la chose que personne ne vous dit sur le service à l'étranger, ce ne sont pas toujours les balles qui vous démolissent. Parfois, c'est la respiration, surtout après une explosion. J'étais rentré aux États-Unis depuis environ 8 mois, quand le ministère des Anciens Combattants a finalement confirmé que mes lésions pulmonaires n'allaient pas s'améliorer. Ils ont appelé ça un traumatisme respiratoire chronique lié à l'exposition en service actif. Traduction, j'allais avoir une respiration sifflante pour le reste de ma vie. Un poumon fonctionnait à environ 60%. L'autre aimait me rappeler mon âge et mes mauvaises décisions, alors j'ai pris une retraite anticipée, à 38 ans, médicalement inapte. J'ai quitté l'Air Force avec quelques médailles, une pile de paperasse, et un appartement tranquille à Denver, où je pouvais m'entendre penser. Ce n'était pas la paix, mais c'était plus calme que Kandahar. Et pour moi, c'était suffisant. Je m'appelle Rebecca Litton. Tout le monde chez moi m'appelle encore Becky, ce que je déteste. Mais l'Alabama se fiche de ce que vous préférez. Une fois que vous êtes Becky jusqu'à la mort, ou un changement de nom légal. Je n'étais pas retourné à Mobile depuis près de 5 ans. Les appels téléphoniques avec papa étaient réguliers, mais courts. Melissa, ma petite sœur, les interceptait généralement. Melissa a toujours eu un 6e sens pour l'attention. Si quelqu'un d'autre l'avait, elle la voulait. Et si elle ne pouvait pas l'avoir, elle trouvait un moyen de s'assurer que personne d'autre n'en profite non plus. Elle n'était pas méchante, juste pénible, le genre de personne pénible qui finissait généralement par voler votre chargeur, vider votre carte de crédit d'urgence, ou faire semblant de pleurer à Noël jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. J'avais 6 ans de plus. Cela signifiait que j'étais la responsable par défaut, babysitter, aide aux devoirs, contact d'urgence quand elle a raté sa chimie à l'université pour la 3e fois. Pendant ce temps, j'ai été déployé 3 fois, j'ai appris à trier une blessure par balle avec du ruban adhésif, et je devais encore envoyer des textos aux petite amie de Melissa quand elle l'ignorait subitement. La dynamique familiale, j'imagine. Papa n'a jamais rien vu de tout ça. Pour lui, Melissa était sa petite fille chérie. Peu importe le nombre de mensonges qu'elle racontait, ou les factures qu'elle oubliait de payer, elle avait toujours une excuse. Elle traverse une mauvaise passe. Elle est juste émotive. Elle est jeune. Elle a 32 ans, papa. Mais j'ai laissé tomber. J'étais trop fatigué pour me battre à ce sujet. Et honnêtement, ma thérapeute m'a dit que ce n'était pas mon travail d'élever ma sœur, ni mon père. Des limites, Rebecca. Utilisez-les. Alors, je l'ai fait, à 2 fuseaux horaires de distance. Puis l'appel est arrivé. Ce n'était pas de Melissa ou de papa. C'était Madame Kimball, la voisine qui nous avait vu grandir, et qui préparait encore un gâteau à la crème sur tous les dimanches, comme si le monde n'avait pas changé depuis 1965. Elle a dit que papa s'était effondré sur le porche ce matin-là. Une ambulance l'avait emmené à l'hôpital. Melissa était là. Il était en soins intensifs. C'est tout ce qu'elle savait. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas fait de valise. J'ai jeté 3 tenues et mon inhalateur dans un sac d'urgence, j'ai attrapé mes clés, et j'ai pris LIE 77. 12 heures de route, pas de sommeil, et une tonne de vieilles radios country parce que mon téléphone ne voulait pas se connecter au Bluetooth. Quelque part près de Jackson, mes poumons ont commencé à se serrer. L'air en Alabama a toujours semblé plus lourd, comme si l'humidité portait un jugement. Quand je suis arrivé sur le parking du Mobile Général, le soleil venait à peine de se lever. Ma chemise me collait au dos, mes articulations étaient endolories par le trajet, j'étais déshydraté, épuisé, et légèrement étourdi. Mais j'étais là. Je suis entré aux soins intensifs avec l'assurance de quelqu'un qui pourrait assembler une trousse chirurgicale de campagne sous le feu ennemi, et j'ai été accueilli comme une démarcheuse téléphonique. Melissa se tenait devant la chambre de papa, les bras croisés, ses faux cils en pleine exposition. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, comme si je gâchais son mariage. J'ai conduit toute la nuit. Trop tard, a-t-elle haussé les épaules. Il est décédé à 3h40 du matin. Il n'y a pas de bonne façon de répondre à ça, alors je suis juste resté là, le cœur battant contre des côtes qui ne voulaient pas se dilater. Il t'a demandé une fois, mais je ne voulais pas te réveiller. Je me suis dit que tu serais fatigué après, tu sais, à vivre ta grande vie de militaire.
C'était son truc, des piques passives-agressives de niveau olympique. Elle a souri comme si elle était bienveillante, mais sa voix suintait l'insulte. Je n'ai pas réagi. Je suis passé devant elle et je suis entré dans la chambre de papa. Il avait l'air petit, immobile, rien à voir avec l'homme qui portait des planches de bois sur ses épaules en criant après le chien du voisin. Les machines étaient débranchées. Le drap blanc était soigneusement plié sur sa poitrine. Quelqu'un avait nettoyé ses mains, mais elles semblaient encore rugueuses, après des années de travail dans la construction. Il n'y a pas eu de conclusion, pas de conversation finale, pas de moment au chevet pour dire merci, ou pardon, ou au revoir. Juste le silence, et la prise de conscience trop tardive que la dernière fois que je lui ai parlé, j'ai laissé Mélissa le presser de raccrocher. Elle a passé la tête dans la chambre. Maman s'occupe des arrangements. Je gère tout. Tu devrais probablement aller te reposer. J'aurais dû protester, mais je ne l'ai pas fait. Mes poumons étaient serrés. Ma tête tournait. Et tout semblait trop lent de 2 secondes. J'ai hoché la tête, j'ai quitté la chambre, et je suis allé sur le parking pour prendre l'air. C'est là que la toux a commencé. Sèche au début, puis rauque. Ma poitrine s'est contractée, comme si elle se souvenait que nous n'étions plus à Denver. Je me suis appuyé contre ma voiture, en essayant de me concentrer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Ça ne marchait pas. Ma vision est devenue trouble. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence de mon téléphone, et je me suis effondré sur le trottoir avant même que l'opérateur ne décroche. Je me suis réveillé 3 heures plus tard aux urgences. Il m'avait stabilisé avec de l'oxygène, et m'avait transféré dans une chambre privée en soins intensifs. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, l'infirmière a dit, changement d'altitude, stress, et épuisement. Vous avez de la chance que quelqu'un vous ait vu vous effondrer. Elle a souri. Vous êtes plus solide que vous n'en avez l'air. Je n'étais pas d'humeur à me sentir solide. Je voulais juste que ma poitrine arrête de me faire mal. Mélissa n'est pas venue avant midi. Elle est entrée avec un smoothie vert et un sac Starbucks. Pas de fleurs, pas de cartes, juste de l'arrogance. Tu fais tout ça pour attirer l'attention, a-t-elle demandé. Sérieusement? Des tubes à oxygène? Quel drame. Je l'ai dévisagé. Elle portait un crop top pour rendre visite à quelqu'un en soins intensifs. Tu es incroyable, ai-je dit. Elle a ricané. Non, je ne suis juste pas fragile. Je n'ai pas répondu. Le tuyau d'oxygène sifflait à côté de moi. Je me suis concentré sur le son. Mélissa s'est assise, a croisé les jambes, et a pris une bouchée de son sandwich. Elle n'a rien dit d'autre pendant les 10 minutes suivantes. Moi non plus. Puis elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée et a dit, ne t'inquiète pas. Je dirai à tout le monde que tu vas bien. Ils n'ont pas besoin de venir. De toute façon, tu te débrouilles bien toute seule. Elle est partie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé par la fenêtre. Ma respiration était superficielle, mais régulière. J'ai tendu la main vers le tube à oxygène pour l'ajuster, et je me suis figé. Je n'ai pas bougé. Ma main planait au-dessus du tube à oxygène. Il n'était pas là où il aurait dû être. La sangle était lâche. La canule n'était pas bien en place. Je n'y avais pas touché. Une infirmière est entrée juste au moment où j'essayais de le remettre correctement. Elle a jeté un œil au moniteur, puis à moi. Vos niveaux d'oxygène ont chuté plus tôt. Avez-vous déplacé le tube? Non, ai-je dit, la voix rauque. Elle l'a ajusté, a vérifié le ruban adhésif sur ma joue, et m'a lancé un regard étrange. Ce n'est pas le genre de choses qui glissent tout seul, d'habitude. Elle n'a pas insisté. Moi non plus. Ma poitrine s'est de nouveau resserrée, mais pour une raison différente. Les heures suivantes se sont confondues, prise de tension, tournée de médicaments, une nouvelle perfusion. Je n'arrêtais pas de regarder la porte. Mélissa n'est pas revenue. Ma mère n'est pas venue du tout. Le soir, j'ai été autorisé à m'asseoir avec de l'aide. Un médecin est venu me parler, pas le mien, juste un de garde. Il a dit qu'il me gardait pour la nuit, en observation. Il a aussi demandé si j'avais quelqu'un qui restait avec moi. Non, lui ai-je dit. Pas vraiment. L'infirmière a apporté le dîner, un plat de poulet pâteux qui avait le goût d'un regret tiède. J'en ai mangé la moitié de force,
J'ai bu de l'eau, et j'ai fixé les dalles du plafond comme si elles pouvaient me donner des réponses. Aucune ne l'a fait. Vers 21h, mon téléphone s'est allumé. Un texto de Mélissa. Les funérailles sont demain à 11h. Ne fais pas de scène. C'était tout. Pas d'heure, pas de lieu, juste un avertissement déguisé en logistique. L'hôpital m'a laissé sortir à 8h le lendemain matin. Mes niveaux d'oxygène s'étaient stabilisés, mais ils m'ont donné une bouteille portable, au cas où. J'ai signé les papiers, je me suis habillé lentement, et je suis sorti vers ma voiture de location avec l'aide d'une infirmière qui n'était clairement pas assez payée pour ce genre de drame familial. Je n'avais rien apporté de formel, alors j'ai porté le même chemisier noir que j'avais en arrivant, j'ai attaché mes cheveux en arrière, et j'ai espéré que personne ne remarquerait le bracelet de l'hôpital encore à mon poignet. L'église était déjà pleine quand je suis arrivé. C'était l'une de ces chapelles traditionnelles du Sud, avec un clocher blanc, des bancs sombres, et des vitraux qui rendaient tout plus dramatique que nécessaire. Mélissa se tenait près de l'avant, pleurant dans un mouchoir avec assez de force pour gagner un prix d'interprétation. Ma mère planait à ses côtés, lui tapotant le dos comme si c'était une performance qu'elles avaient répétée. Je suis resté près du fond. Personne ne m'a salué. Quelques vieux voisins ont hoché la tête avec raideur. Certains ne me reconnaissaient pas du tout. Je ne leur en voulais pas. J'avais changé, eux non. La cérémonie a été courte. Le pasteur est resté générique, des versets sans risque, un réconfort vague, rien de trop personnel. Je doutais même qu'ils connaissent papa en dehors des jours de fête. Mélissa s'est levée pour parler. Elle a parlé de sa proximité avec papa, de tout ce qu'il partageait, du fait qu'elle était avec lui dans ses derniers instants, lui tenant la main, lui disant qu'il pouvait partir en paix. J'ai fixé le sol. Quand elle a fini, les gens ont murmuré leur approbation. Quelques-uns ont reniflé. Une femme au premier rang s'est même tamponné les yeux avec un mouchoir, comme si c'était un film. Personne n'a demandé si je voulais dire quelque chose. Personne ne l'a proposé. Après la cérémonie, je me suis éclipsé par une porte latérale et je me suis dirigé vers le parking. Je ne voulais pas faire semblant de bavarder. Je ne voulais pas répondre à des questions sur où j'avais été ou comment j'allais. Ce n'était de toute façon pas de vraies questions. J'atteignais à peine ma voiture quand Mélissa est apparue derrière moi. Et, a-t-elle dit, la voix encore rauque de sa performance. Sympa de ta part de venir. Je me suis retourné. C'était mon père aussi. Elle a levé les yeux au ciel. S'il te plaît. Tu ne fais plus partie de cette famille depuis des années. J'appelais toutes les semaines. Il me racontait des choses. Des choses que tu ne savais pas quoi. Elle a ri. Quoi? Vos petites conversations militaires? Il avait pitié de toi, Becky. Tu lui faisais peur. Tu as toujours été si intense. Il ne savait jamais quoi te dire. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, a baissé la voix. Tu sais qu'il m'a tout laissé, n'est-ce pas? La maison, le terrain, les économies, tout. Il me faisait confiance. Je l'ai regardé. Tu en es sûr? Son visage a eu un tic, juste une fraction de seconde. Puis c'est parti. J'étais là, a-t-elle dit. Toi non. C'est tout ce qui compte. Elle s'est éloignée, ses talons au cliquant sur l'asphalte comme des points de ponctuation. Je ne suis pas allé au cimetière. J'ai regagné le motel où je logeais et je me suis allongé sur le lit, toujours habillé, la bouteille d'oxygène sifflant doucement à côté de moi. Ma tête me lançait, mes poumons me semblaient meurtris. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du cabinet d'avocats qui s'occupait de la succession de papa. Une femme nommée Catherine Blake s'est présentée et a dit que la lecture du testament était prévue pour le jeudi suivant. Elle m'a dit que ma présence était fortement recommandée. J'ai demandé si Mélissa serait là. Catherine a fait une pause avant de dire « Oui, c'est une lecture complète ». Je ne lui ai pas raconté ce qui s'était passé à l'hôpital. Je n'ai pas mentionné les funérailles. J'ai dit « Merci », j'ai raccroché, et j'ai de nouveau fixé le plafond. Le motel était calme. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et le passage occasionnel d'une voiture à l'extérieur. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à la boîte à outils de papa, celle qu'il ne laissait jamais Mélissa toucher, celle que je l'aidais à organiser par taille et par fonction. Je me suis demandé où elle était maintenant. Probablement entre ses mains.
mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Mélissa. Ne sois pas en retard. Jeudi. Essaie de ne pas te ridiculiser. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes emails et j'ai cherché Marcus Jameson. Il était toujours listé comme Dr Marcus Jameson, MD, médecine interne, hôpital général de Mobile. J'ai tapé « Salut, c'est Rebecca Litton. Je pense que nous devons parler. » J'ai appuyé sur envoyer. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. Moins de 5 minutes plus tard, il a répondu « Où pouvons-nous nous rencontrer ?» J'ai fixé l'écran. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de l'espoir, pas encore. Mais ce n'était pas rien. Le café que Marcus a choisi se trouvait à 5 pâtés de maison de l'hôpital, niché entre un pressing et un endroit qui vendait du jus de vapotage et des billets de loterie. C'était le genre d'endroit où les vieux ventilateurs de plafond vacillaient, les chaises n'étaient jamais droites, et le café avait le goût d'avoir quelque chose à prouver. Mais c'était calme, et c'était l'essentiel. Il était déjà là quand je suis entré, sirotant dans une tasse ébréchée et faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux, a esquissé un demi-sourire, puis s'est levé. « Rebecca » a-t-il dit. « Je ne pensais pas te revoir à Mobile. Je ne comptais pas revenir. » Je me suis assise en face de lui. Il n'a pas posé de questions sur les funérailles, ce que j'ai apprécié. Au lieu de cela, il a fait signe au serveur, m'a commandé un autre café, et est allé droit au but. « J'ai examiné ton dossier » a-t-il dit. Je n'étais pas ton médecin traitant, mais je l'ai consulté avant qu'il ne le verrouille. Le verrouille, ai-je demandé. Protocole standard quand quelque chose d'étrange est signalé. Dans ton cas, des niveaux d'oxygène qui chutent sans alarme de la machine. L'infirmière qui a vérifié tes constantes a signalé un placement irrégulier de ta canule. Parce qu'elle a été retirée, ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il attendait que je le confirme. Et tu es sûr que ce n'était pas toi? Tu n'as pas bougé dans ton sommeil? J'étais réveillé, ai-je dit. Mélissa était là. L'as-tu vu le faire? J'ai hésité. Je l'ai senti. Et j'ai vu sa main juste avant de m'évanouir. Mais non, je ne l'ai pas vu complètement. Marcus s'est penché en arrière sur son siège. Les caméras des soins intensifs ne couvrent pas l'intérieur des chambres, seulement le couloir. Donc, nous sommes coincés. Pas nécessairement. Il a sorti un petit dossier de son sac et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient quelques captures d'écran imprimées. L'une montrait Mélissa entrant dans votre chambre. Une autre la montrait en sortant 12 minutes plus tard. L'horodatage correspondait à la chute de vos constantes. L'infirmière, Kimberly Rhodes, a déposé un rapport. Elle a dit que votre tube à oxygène n'était pas correctement attaché quand elle est entrée. Elle a dû le refixer elle-même. C'est dans le dossier. L'hôpital fera-t-il quelque chose? Il a secoué la tête. Pas sans preuve directe. Pas de vidéo à l'intérieur de la chambre. Pas de preuve matérielle. Elle a touché le tube, mais c'est assez pour soulever des sourcils. J'ai regardé les photos. Mélissa dans son manteau dramatique habituel, sortant des soins intensifs comme si l'endroit lui appartenait. Son visage ne montrait aucune culpabilité, juste de l'agacement, comme si me sauver la vie l'avait dérangé. Marcus s'est penché en avant. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit avec ça maintenant, mais tu devrais l'avoir. J'ai glissé le dossier dans mon sac. Merci. Je suis désolé pour ton père, a-t-il dit après un moment. J'ai hoché la tête. Il ne m'a pas dit qu'il était si malade. Peut-être qu'il ne le savait pas jusqu'à la fin. Ou peut-être qu'il le savait et ne voulait pas que je m'inquiète. Marcus a croisé les mains. Il y a autre chose. Bien sûr, il y en avait. Ton père est venu pour un rendez-vous il y a environ un mois. Tension artérielle de routine, contrôle du cholestérol, rien de grave. Mais pendant la visite, il m'a demandé quelque chose d'étrange. Quel genre d'étrange? Il a demandé s'il était possible de faire évaluer médicalement quelqu'un à son insu. J'ai cligné des yeux. Il parlait de Mélissa. Il ne l'a pas dit, mais il a mentionné ma fille et avait l'air mal à l'aise. Je lui ai demandé pourquoi, et il a dit, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Je commence à m'inquiéter. C'est tout ce qu'il a dit. Je suis restée assise, essayant de décider si cela ressemblait à mon père ou non. D'une certaine manière, oui.
Il était de la vieille école. Il n'aimait jamais la confrontation. Il croyait que les gens finissaient par se ressaisir si on leur laissait assez de temps. Mais peut-être, finalement, avait-il vu ce que je voyais depuis des années? A-t-il donné suite, ai-je demandé. Marcus a secoué la tête. La chose suivante que j'ai apprise, c'est qu'il était parti. Le serveur a apporté mon café. Je n'y ai pas touché. Je vais à la lecture du testament, ai-je dit. Bien. Elle m'a déjà dit qu'elle héritait de tout. Il a haussé un sourcil. C'est ce qu'elle pense. J'ai levé les yeux. Tu sais quelque chose? Marcus a hésité. J'étais avec ton père la dernière semaine de sa vie. Il est venu se plaindre d'une oppression thoracique. Je lui ai dit que c'était probablement de l'anxiété, du deuil, du stress. Mais avant de partir, il m'a remis une enveloppe. Pour moi. Il a hoché la tête. Il a dit, donne ça à Rebecca s'il arrive quelque chose. Seulement si. Je ne l'ai pas ouverte. Tu l'as. Dans mon bureau. Nous avons conduit à l'hôpital dans des voitures séparées. Son bureau était petit, rempli de livres, de dossiers poussiéreux, et d'un classeur qui semblait avoir été livré avec le bâtiment. Il a déverrouillé le tiroir du bas et a sorti une enveloppe scellée avec mon nom, écrit de la main de mon père. Je ne l'ai pas ouverte là-bas. J'ai attendu d'être de retour au motel, assise sur le bord du lit, la bouteille d'oxygène sifflant à côté de moi comme un colocataire ennuyé. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier ligné, écrite au stylo. Rebecca, si tu lis ceci, je suis désolé de ne pas t'avoir dit les choses en face. J'aurais dû. Je n'ai jamais été doué pour dire ce que je ressentais. Tu as toujours été forte, et je me suis trop appuyé là-dessus. J'ai laissé Mélissa s'en tirer avec trop de choses, parce que c'était plus facile. C'est de ma faute. Je me suis assuré que la vérité éclaterait. Tu mérites mieux que le silence. Je t'aime, papa. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas long. Mais c'était plus honnête que tout ce qu'il m'avait dit depuis des années. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe, et j'ai de nouveau fixé le plafond du motel. Je ne me sentais pas vengé. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais plus lourde, comme si j'avais porté ce poids si longtemps que même lorsque quelqu'un en a finalement pris une partie, le poids n'a pas disparu. Il s'est juste déplacé. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le testament. Je ne savais pas ce que Mélissa aurait pu falsifier, cacher, ou détruire. Mais j'avais une chose qu'elle n'avait pas, j'avais cette lettre. J'avais Marcus. J'avais le rapport d'une infirmière, un dossier de photos horodatées, et une petite fissure dans le mur que Mélissa avait passé sa vie à construire entre moi et le reste de la famille. Je n'avais pas besoin que tout s'effondre du jour au lendemain. J'avais juste besoin que la première brique tombe. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas à cause du matelas du motel, il était bosselé, certes, mais tolérable. Mais parce que je n'arrêtais pas de penser à l'enveloppe, à la chambre d'hôpital, à la façon dont ma sœur me regardait comme si j'étais une affaire à régler dont elle n'avait pas le temps de s'occuper. Le matin, j'ai fait du café dans la petite machine près de l'évier. Il avait un goût de plastique brûlé et de vieilles chaussettes, mais il était assez chaud et amer pour me réveiller. Je me suis assise avec mon ordinateur portable, fixant de nouveau le dossier que Marcus m'avait donné, les captures d'écran, l'horodatage, l'image fixe du couloir montrant Mélissa sortant de ma chambre de soins intensifs comme si elle venait d'emprunter une agrafeuse au bureau de quelqu'un. Pas de culpabilité, juste la routine. Je n'avais pas besoin d'un tribunal ou d'un polygraphe pour me dire ce qui s'était passé. Je le savais déjà. Mais si je devais l'affronter à la lecture du testament, je devais arrêter de jouer en défense. Je devais comprendre jusqu'où cela allait, et depuis combien de temps ça durait. Alors, j'ai appelé Marcus. Il a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai une question, ai-je dit. J'ai une réponse. Était-ce la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça, ou juste la première fois qu'elle se faisait prendre? Il a fait une pause. Tu devrais peut-être venir. De retour à son bureau, Marcus n'a pas perdu de temps. Il a fermé la porte, m'a fait asseoir, et a ouvert un tiroir verrouillé de son bureau. De l'intérieur, il a sorti un dossier encore plus épais que celui qu'il m'avait donné plus tôt. Ce n'est pas standard, a-t-il dit, mais c'est légal. Votre père m'a demandé de documenter tout ce qui était préoccupant. Il savait. J'ai haussé un sourcil.
Il ne l'a pas dit directement, mais il soupçonnait Mélissa de le manipuler émotionnellement, financièrement, peut-être plus. Il m'a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvaient des notes datées, des résumés de rendez-vous, et des relevés de facturation, la plupart liés à la dernière année de papa. Il y avait des registres de paiement manqués, des retraits soudains de son compte bancaire qui ne correspondaient à aucune facture médicale, et 2 appels signalés comme suspects par son conseiller financier. Il perdait de l'argent, ai-je demandé. Marcus a hoché lentement la tête. Discrètement, mais ça s'accumulait. Combien? La dernière estimation était juste en dessous de 80 000 $. Ligne de crédit, prêt personnel, quelques avances de fonds. Le schéma est là. J'ai passé mon doigt sur l'un des registres. L'écriture était celle de papa. Au bas d'une page, il avait écrit « Mélissa a dit qu'elle avait besoin d'aide ». Je n'ai pas posé de questions. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Il pensait l'aider, ai-je dit. Il pensait aussi qu'il pouvait régler ça discrètement. L'a-t-il dit à maman? Marcus a eu un sourire sans joie. Penses-tu vraiment qu'elle ne savait pas? Votre mère ne le montre peut-être pas, mais elle remarque tout. Elle préfère juste ne pas s'en occuper. C'était toujours la dynamique. Papa permettait. Maman ignorait. Mélissa exploitait. J'ai appris très tôt que maintenir la paix signifiait faire semblant de ne pas saigner. Marcus s'est levé et a traversé la pièce, prenant une petite boîte en métal sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvaient des clés USB étiquetées par date. Qu'est-ce que c'est? Des enregistrements de sécurité, a-t-il dit. Des copies de sauvegarde du couloir des soins intensifs. Tout de cette semaine-là. Pourquoi les as-tu? Parce que je ne fais pas confiance à l'hôpital pour les garder si cela se transforme en problème juridique. J'ai fixé les clés. C'était un niveau de prudence auquel je ne m'attendais pas. Mais en même temps, il avait servi aussi. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait de voir quelque chose de mal et de ne rien dire. J'ai levé les yeux vers lui. Pourquoi fais-tu ça? Tu m'as posé la même question en Allemagne, tu te souviens? Quand on a soigné ce marine qui avait essayé de remettre en place son propre bras cassé avec un pied de biche. J'ai ri à moitié. Il a dit qu'il ne voulait déranger personne. Marcus a hoché la tête. Tu as dit, si on ne se protège pas les uns les autres, à quoi bon? Ça m'a fait taire. Il m'a tendu une des clés USB. Garde ça en lieu sûr, et ne dis à personne que tu l'as. Je ne le ferai pas même à Mélissa. Surtout pas à Mélissa. J'ai quitté son bureau avec la clé dans ma poche et une migraine carabinée. Tout commençait à ressembler moins à du deuil qu'à une lente prise de conscience que ma famille n'avait peut-être jamais été de mon côté. Et pourtant, je n'étais pas en colère. Pas comme avant. J'étais fatigué, d'une manière qui s'était installée dans mes os. Il y a une sorte d'épuisement particulier qui vient du fait de prétendre que les gens vous aiment comme vous en avez besoin. De retour au motel, j'ai étalé les documents sur le bureau, chronologie des retraits, rapport de l'infirmière, capture d'écran, lettre de papa, journal des enregistrements de sécurité. Ce n'était pas un dossier judiciaire, mais ça y ressemblait. Et je ne cherchais pas la justice. Je cherchais la clarté. Quand le téléphone a sonné, j'ai sursauté. C'était Catherine Blake, l'avocate qui s'occupait de la succession de papa. Mademoiselle Litton, a-t-elle dit d'une voix calme et professionnelle. Juste pour confirmer que vous assisterez à la lecture du testament jeudi. Oui. Bien. Votre sœur a déjà confirmé. Elle a demandé un cadre privé, mais les instructions de votre père étaient très précises. Laissez-moi deviner. Lecture complète, toutes les parties présentes. Correct. Il a également demandé qu'un tiers neutre soit présent et que toute preuve pertinente soit autorisée dans la pièce. Mon cœur s'est arrêté. Il a mis ça par écrit? Elle a ri doucement. Votre père ne disait peut-être pas grand-chose à voix haute, mais il n'était pas stupide. Il avait anticipé un conflit. J'ai jeté un coup d'œil à la clé USB. Compris. Une dernière chose, a dit Catherine. Il vous a nommé exécutrice testamentaire aux côtés de votre mère. Cela m'a prise au dépourvu. Quoi? Il a mis à jour les documents 2 semaines avant son décès. Il a dit que c'était une précaution. Vous aurez une autorité conjointe sur la succession. Mélissa allait adorer ça. Merci, ai-je dit. Après la fin de l'appel,
j'ai regardé par la fenêtre du motel pendant un long moment. L'air était lourd, le ciel nuageux, et le parking était presque vide, à l'exception de quelques camionnettes poussiéreuses et d'une moto bruyante qui semblait plus tourner au ralenti que rouler. J'ai fermé les rideaux. Puis je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à taper tout ce que je savais. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais enfin les faits. Et les faits ne se manipulent pas comme les sentiments. L'écran de l'ordinateur portable était rempli de puces, des faits, des dates, des déclarations. J'ai établi une chronologie approximative. Le moment où Mélissa a emménagé, le moment où le compte de papa a commencé à se vider, la visite à l'hôpital, les funérailles, l'incident aux soins intensifs. Rien de dramatique, juste propre, clinique, et très difficile à contester. Je ne préparais pas un procès. Je n'essayais de poursuivre personne. Je n'étais même pas sûr de ce que je voulais, mais l'écrire m'a aidé. J'avais passé ma vie à regarder Mélissa réécrire chaque histoire à son avantage. Je n'allais pas la laisser faire cette fois-ci. À midi, j'ai reçu un texto de Marcus. J'ai la lettre. Tu devrais venir la lire. J'ai attrapé mes clés et je suis parti sans hésiter. De retour à son bureau, il m'a tendu une enveloppe scellée. Mon nom était sur le devant, la même écriture qu'avant, les lettres carrées et majuscules de papa qui ne tenaient jamais tout à fait sur la ligne. Il écrivait des listes de courses comme ça. Lait, œufs, jambon. Sans fioriture. C'était avec les dossiers médicaux, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Il me l'a donné le même jour où il a mis à jour son testament. Donc il savait, ou du moins il soupçonnait. J'ai pris la lettre, je me suis assise, et je l'ai ouverte. Rebecca, si tu lis ceci, je suis mort. Évidemment. Ce n'est pas ma meilleure entrée en matière, mais je n'ai jamais su comment commencer les lettres. Je veux que tu saches que j'ai vu plus que ce que j'ai dit. Je n'ai pas toujours pris la parole quand j'aurais dû. Je me disais que je maintenais la paix, mais je pense que j'étais juste lâche. J'ai laissé ta sœur me marcher dessus, te marcher dessus, et je le regrette. Je ne te comprenais pas en grandissant. Tu étais différente. Silencieuse. Déterminée. Je pensais que tu n'avais pas besoin de moi. J'avais tort. Mélissa a fait un gâchis. Un gros. J'ai essayé de l'aider. Puis j'ai réalisé qu'elle me mentait. À tout le monde. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais assez de doutes pour enfin prendre position. C'est pourquoi j'ai changé le testament. J'ai demandé à Marcus de veiller sur toi. Je ne sais pas s'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait, il te doit un déjeuner. J'espère que cette lettre te trouvera avec clarté, pas avec colère. Je ne veux pas que cela devienne une guerre. Je veux juste que tu saches que je t'ai vu. J'ai toujours été fier de toi. Je ne l'ai juste jamais bien dit. Je t'aime, papa. Ce n'était pas une longue lettre. Elle n'était pas émouvante, du moins pas de la manière dont les gens s'y attendent, mais c'était plus que ce que j'ai jamais eu de son vivant. C'était comme si quelque chose qui se trouvait entre nous depuis des années s'était enfin déplacé. Juste de quelques centimètres, mais assez pour respirer. J'ai rendu la lettre à Marcus. Fais-en une copie pour toi. Garde-la avec le dossier. Il a hoché la tête. Ça va? Non. Il n'a pas insisté. Je suis parti et j'ai conduit jusqu'au cimetière. Je n'y étais pas retourné depuis la cérémonie. Mélissa avait installé un panneau de photos ridicules sur la tombe, des photos de papa et d'elle à la foire du comté, elle tenant un trophée du collège, elle sur ses genoux à l'âge de 6 ans. Pas une seule photo de moi. Je suis resté là un moment, à regarder la pierre. La terre était encore fraîche. Quelqu'un avait laissé des fleurs artificielles. Je n'ai rien apporté. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là. Quand je suis revenu au motel, il y avait un message sur le téléphone de ma chambre. Catherine Blake. Sa voix était calme, professionnelle, mais elle avait ce ton tranchant que les avocats prennent quand ils sont sur le point de vous dire quelque chose de lourd de sous-entendu juridique. Mademoiselle Litton, je voulais vous informer que votre sœur a demandé l'accès à la propriété avant la lecture du testament. Conformément aux instructions de votre père, cette demande a été refusée jusqu'à ce que la succession soit réglée. Je pensais juste que vous devriez être au courant. Traduction, Mélissa a essayé de franchir la ligne d'arrivée en avance. J'ai rappelé Catherine. A-t-elle vu le Nouveau Testament?
Personne ne l'a vu. Votre père l'a laissé sceller pour être lu en personne. Donc elle pense toujours qu'elle hérite de tout? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. C'est possible. Bien. Le lendemain, je suis passé en voiture devant la maison, non pas pour y entrer, juste pour la voir. L'endroit semblait à peu près le même. Volet blanc, Porsche délavé, cette gouttière cassée que papa n'a jamais réparée. La voiture de Mélissa n'était pas là, mais quelqu'un avait laissé une cigarette dans la cour. Elle ne fumait pas. Son petit ami, probablement. C'était l'un de ces types intermittents, sans emploi et avec un podcast sur la crypto. Je ne suis pas sorti de la voiture. Je suis juste resté là, à regarder la maison comme si elle pouvait cligner des yeux. Les enfants du quartier jouaient au basket à 2 allées de là. Un chien a aboyé de l'autre côté de la rue. C'était trop normal. La maison où j'avais grandi ne ressemblait pas à un foyer. Elle ressemblait à un musée construit sur un mensonge. En m'éloignant, j'ai vu la voiture de Mélissa arriver dans la rue. Elle ne m'a pas vu, ou peut-être que si, et a fait semblant de ne pas me voir, mais sa musique était à fond, et elle riait dans son téléphone comme si rien ne s'était jamais passé, comme si elle n'avait pas arraché un tube à oxygène de mon visage, comme si elle n'avait pas fait des derniers mois d'un mourant une affaire personnelle. De retour au motel, j'ai tout revu une dernière fois, la lettre de papa, le rapport de Marcus, les documents financiers, la déclaration de l'infirmière. J'ai tout imprimé, j'ai fait 3 jeux, un pour moi, un pour Catherine, un enfermé dans ma voiture, au cas où. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, j'ai pris un vrai café dans une station-service sur la route, et je me suis assise dans ma voiture devant le cabinet d'avocat, 20 minutes avant son ouverture. Non pas parce que j'étais impatiente, mais parce que je n'allais pas y entrer sans être préparé. Le cabinet d'avocat ne payait pas de mine de l'extérieur, juste un autre bâtiment en briques avec des stores toujours à moitié fermés et un nom en lettres dorées qui n'avait pas été retouché depuis des années. Mais à l'intérieur, c'était impeccable, climatisé, silencieux, et rempli de cette légère odeur de vieux fauteuils en cuir et de documents qui avaient survécu à la plupart des gens qui les avaient signés. Catherine Blake se tenait à l'avant, triant un dossier si épais qu'il semblait avoir monté son propre cas pendant des années. Elle a levé les yeux quand je suis entré, a hoché la tête, et m'a fait signe de m'approcher de la longue table de conférence. « Vous êtes en avance » a-t-elle dit. « J'aime connaître les issues » ai-je répondu. Elle n'a pas commenté. Elle m'a juste tendu un ordre du jour imprimé et m'a désigné une chaise près du bout de la table. « Votre mère et votre sœur arriveront sous peu. Votre ami médecin a déjà appelé pour confirmer sa venue. Ce n'est pas juste un ami. » Compris. J'ai pris place et j'ai gardé un visage neutre. La table était couverte de chemises en manille, d'onglets de couleur, et de 3 enveloppes scellées marquées des initiales de mon père. Quoi qu'il y ait mis, il n'avait pas l'intention d'être vague à ce sujet. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Mélissa est entrée la première, lunettes de soleil toujours sur le nez malgré l'intérieur, un sac à main de créateur serré comme une arme, et ce parfum excessif qu'elle pensait la rendre chic. Ma mère a suivi, plus discrète, les yeux rougis, mais secs. Mélissa a balayé la pièce du regard, m'a vu, et a immédiatement levé les yeux au ciel. « Waouh, tu es arrivé avant moi. » C'est rare. Je n'ai pas répondu. Catherine non plus. Elle a juste fait signe vers leur siège de l'autre côté de la table. « Merci à vous deux d'être à l'heure » a-t-elle dit. En tant qu'exécutrice testamentaire de la succession de William Lytton, et à sa demande écrite, je vais maintenant commencer la lecture formelle de son testament. Aucune interruption ne sera tolérée. Mélissa s'est penchée en arrière comme si elle s'installait pour profiter d'un film où elle jouait le rôle de l'unique héritière. Catherine a ouvert la première enveloppe et a commencé à lire. Moi, William E. Lytton, saint d'esprit et de corps, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament. Les premiers paragraphes étaient du jargon juridique, révocation des testaments précédents, vérification des dates, langage formel sur les dettes et les impôts. Mélissa a commencé à taper son ongle contre la table. Ma mère regardait droit devant elle. Puis Catherine a tourné la page. La résidence principale située au 214 Mayfield Lane, y compris la propriété environnante, doit être transférée en totalité à ma fille, Rebecca Lytton. Vraiment? Mélissa a cligné des yeux. Quoi, a-t-elle dit? Catherine n'a pas levé les yeux. Veuillez attendre la fin de la lecture. Non, ça ne peut pas être vrai. Il me l'a dit. Il a promis.
Catherine a continué sans s'arrêter. Tous les actifs monétaires sous forme de compte chèques, d'épargne et de retraite doivent être utilisés pour créer un fonds dédié à la Fondation Lytton pour les femmes vétérans. Dotation initiale, 100 000 $. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la satisfaction. Pas encore. Juste une redistribution du poids. Mélissa regardait, la mâchoire légèrement tombante. Ma mère s'est agitée sur son siège. Le contenu de mon coffre-fort personnel, y compris mes médailles, mon revolver de service, et mes dossiers familiaux, doit être donné au musée d'histoire militaire de Tuscaloosa, en l'honneur du service de ma fille. Silence. Personne n'a bougé. Puis Mélissa a explosé. C'est insensé. Il devait être confus. Il était vieux. Il n'avait pas toute sa tête. Catherine l'a coupé d'un regard. Selon la demande de William, si une partie tente de contester le testament, elle perd tout droit sur les biens non déjà attribués. De plus, il a demandé la présence de 2 personnes pour la dernière partie. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte, l'ouvrant. Marcus est entré le premier, calme, professionnel, tenant un dossier sous un bras. Derrière lui est venue l'infirmière Kimberly. Elle avait l'air surprise d'être là, mais ses yeux étaient stables. Le visage de Mélissa est devenu pâle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, la voix stridente. « Pourquoi sont-ils là ?» Catherine a repris sa place. « Docteur Jameson, veuillez continuer. » Marcus a hoché la tête. 3 jours avant le décès de Monsieur Lytton, j'ai rendu visite à sa fille, Rebecca, aux soins intensifs de Mobile Général. Elle avait été admise pour une détresse respiratoire. En entrant dans sa chambre, je l'ai trouvée en difficulté pour respirer, et son tube à oxygène avait été retiré. Mélissa a marmonné quelque chose dans sa barbe. Je l'ai remise en place immédiatement. Elle s'est rétablie. Mais ce qui importe ici, c'est que l'infirmière de garde a vu la sœur de Rebecca quitter la chambre quelques instants plus tôt. Kimberly s'est avancée. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début, mais après avoir vu l'état de Rebecca quand je suis entré, j'ai su que ce n'était pas un accident. Mélissa s'est levée. Vous mentez. Catherine a levé la main. Asseyez-vous, ou on vous demandera de partir. Mélissa s'est assise, mais ses yeux étaient maintenant hagards. Marcus a ouvert son dossier. Ce sont des images de sécurité horodatées montrant Mélissa entrant et sortant de la chambre dans la fenêtre de temps de la défaillance d'oxygène. Il a fait glisser des copies sur la table. Catherine en a pris une. Je n'ai pas touché la mienne. Elle était seule avec Rebecca. Aucun membre du personnel n'est entré ou sorti entre-temps. Et nous avons un rapport écrit de l'infirmière Rod confirmant l'état de l'équipement. J'ai une note. Catherine a pris une profonde inspiration et a ouvert la dernière enveloppe. Cette lettre est de William Lytton. Elle ne devait être lue que si de sérieuses inquiétudes concernant les agissements de Mélissa étaient soulevées. Elle a déplié la page et a lu, à qui de droit, je sais que j'aurais dû en dire plus de mon vivant. Je suis resté silencieux trop longtemps. Mélissa m'a menti, m'a volé, et maintenant je crains qu'elle ne fasse pire. J'ai changé ce testament pour protéger Rebecca, qui a passé sa vie à réparer les dégâts des autres. Si mon silence a contribué à créer ce gâchis, que ce document soit ma dernière correction. Mélissa tremblait maintenant. Ses mains étaient serrées. Sa mère a tendu la main vers elle, mais Mélissa l'a repoussée. C'est de la diffamation, a-t-elle craché. Tu es juste amère parce que c'est moi qui suis resté. C'est moi qui me suis occupé de lui. Marcus l'a regardé calmement. Et j'ai vu ce que vous avez fait. L'infirmière aussi. Votre père le soupçonnait. Il s'y était préparé. Catherine a fermé le dossier. Sauf s'il y a d'autres questions, ceci conclut la lecture du testament. Personne n'a rien dit. Personne n'en avait besoin. La pièce ne ressemblait plus à un cabinet d'avocat. Elle ressemblait à un champ de bataille, sauf que personne ne criait, personne ne courait, et personne ne saignait. Ils étaient juste assis là, stupéfaits. Tandis que Mélissa avait l'air de quelqu'un à qui on venait de retirer le tapis sous les pieds, et qui était encore en l'air. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste cligné des yeux. Sa respiration a changé, plus courte, plus rapide, mais son visage était figé dans cette expression trop fière pour craquer, qu'elle arborait toujours lorsque la vérité la coinçait. Marcus ne l'a pas quitté des yeux. J'ai vu ce que vous avez fait,
a-t-il répété, mais il s'est ensuite penché en avant, a posé ses mains sur la table, et a ajouté les 6 mots qui ont fait s'arrêter l'air dans la pièce. Vous avez failli laisser votre sœur mourir. Pas de théâtralité, pas de voix haute, juste une phrase qui portait le poids de tout ce qu'elle avait essayé d'enterrer. Mélissa a tressailli comme si les mots l'avaient giflé. Ma mère a laissé échapper un son, un demi-hoquet, un demi-sanglot, mais personne ne l'a regardé. Marcus n'a pas bougé. J'étais là. Je suis entré 10 secondes après que vous soyez sorti. Son oxygène était débranché, ses constantes vitales s'effondraient, et vous partiez comme si vous veniez de lui refaire son oreiller. Mélissa a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Kimberly a poursuivi là où il s'était arrêté. J'ai vu les lectures. J'ai vu le moniteur hurler à l'aide pendant que Rebecca essayait de respirer toute seule. Si j'étais entré ne serait-ce qu'une minute plus tard, elle ne serait pas assise ici en ce moment. Catherine a laissé le silence s'installer. Personne ne l'a comblé. Personne n'en a eu le courage. Mélissa a finalement parlé, la voix cassante. Vous ne savez pas ce que je pensais. Marcus a haussé un sourcil. Non, mais je sais ce que vous avez fait. Catherine a plié le testament, l'a placé dans un dossier, et l'a verrouillé dans un tiroir derrière elle. Il ne s'agit plus d'héritage, a-t-elle dit. Il s'agit d'intégrité et de vérité. Votre père savait des choses qu'il n'a jamais dites à voix haute, mais il nous a donné ce cadre pour que ces vérités ne disparaissent pas avec lui. Mélissa m'a regardé pour la première fois de la journée. Pas un regard en coin, un vrai regard. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de regret. De la peur. Une vraie peur. Parce qu'elle ne s'était jamais attendue à ce que je survive, ni à la visite à l'hôpital, ni au testament, ni à la révélation. Elle pensait que je m'effondrerais comme je l'avais toujours fait, trop poli pour riposter, trop discipliné pour faire une scène. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Catherine a commencé à rassembler ses affaires. Cette réunion est terminée. Le transfert de propriété commencera la semaine prochaine. Les dépôts légaux seront soumis d'ici lundi. Mélissa, comme vous n'avez pas été nommée dans le testament, vous ne recevrez aucune partie de la succession. Si vous tentez de contester le testament, ce dossier, elle a tapoté la pile de preuves, deviendra un document public. Ma mère a commencé à se lever, puis s'est rassise comme si ses genoux l'avaient lâchée à mi-chemin de la décision. Mélissa est restée assise, mais tout son corps était tendu, comme si un mot de travers la briserait en deux. Marcus s'est levé. Kimberly a suivi. Aucun des deux n'a de nouveau regardé Mélissa. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Catherine s'est tournée vers moi. Rebecca, si vous souhaitez me parler en privé, vous êtes la bienvenue pour rester. C'est bon. Elle a hoché la tête une fois, d'un air professionnel. Alors nous avons terminé ici. Je suis sorti sans un regard en arrière. Sur le parking, le soleil semblait trop vif. Mon corps était fatigué, mais pas de ce genre d'épuisement que le sommeil peut réparer. C'était un autre type d'épuisement, celui qui vient après avoir retenu son souffle trop longtemps et avoir enfin expiré, pour se rendre compte depuis combien de temps on le faisait. Marcus se tenait près de sa voiture. Il a levé les yeux en m'approchant. Ça va? Définis le ça va. Il a souri. Vivante, respirant, en possession d'un terrain, d'actifs, et de la supériorité morale. Alors je suppose que je vais très bien. C'est le cas, en fait. Kimberly a fouillé dans son sac et a sorti une note pliée. Au cas où vous auriez besoin d'une déclaration pour quelque chose d'officiel. Je l'ai prise. Merci pour tout. Elle m'a regardé longuement. Personne ne devrait jamais avoir à se battre aussi fort juste pour être cru. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Marcus est resté un peu plus longtemps. Tu as des gens maintenant, a-t-il dit. Même si tu n'en avais pas avant. J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix pour répondre. Il a ouvert sa portière, a fait une pause. Tu vas garder la maison. Je n'ai pas décidé. Il m'a regardé comme s'il voulait dire autre chose, mais a choisi de ne pas le faire. Il a juste fait un petit signe de la main et est sorti du parking. Dans ma voiture, je suis resté assise, le moteur éteint, à regarder le volant. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne battait pas la chamade. En soi, cela semblait étranger. Le combat n'était pas terminé,
pas techniquement. Mélissa essaierait quelque chose. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle avait enfin réalisé les limites de la manipulation quand elle s'accompagnait de conséquences. Mais même si elle ne ripostait pas, je n'allais pas revenir en arrière. Il ne s'agissait pas de savoir qui avait gagné ou perdu. Il s'agissait d'être enfin vu. Et personne n'allait me reprendre ça. Je ne suis pas retourné au motel tout de suite. J'ai conduit en ville pendant près d'une heure, passant devant des endroits qui n'avaient pas changé depuis 20 ans, la vieille station-service où ils utilisaient encore des registres en papier pour l'entretien des pompes, la quincaillerie délavée qui avait survécu à un Home Depot, et le feu de circulation cassé sur Madison Avenue qui clignotait au rouge dans toutes les directions, comme s'il avait renoncé à essayer de décider. Quand je suis finalement arrivé sur le parking, Mélissa était là, appuyée sur le capot de sa voiture, les bras croisés, des lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une sorte de chef de guerre de banlieue. Je me suis garé à 2 places de là, je suis sorti lentement, et je n'ai pas dit un mot. Elle est venue à moi la première. Tu crois que tu as gagné quelque chose là-dedans? Sa voix était tranchante, comme si elle avait répété cette première phrase tout le long du trajet. J'ai gardé un ton plat. Je n'ai pas gagné. J'ai survécu. Tu crois que ça te rend meilleur que moi? Je n'ai jamais eu besoin d'être meilleur que toi. Je voulais juste arrêter d'être puni de ne pas être toi. Elle a ri. Ce n'était pas réel. C'était l'un de ces rires vides qu'on fait quand on est à court d'arguments, mais qu'on est encore accro à la performance. Il a été manipulé, a-t-elle dit. Toi et ton petit copain de l'armée, vous l'avez retourné contre moi quand il était trop vieux pour réfléchir. Mélissa, ai-je dit, il t'a donné 30 ans de chance. Tu les as toutes utilisées pour mentir, culpabiliser, et prendre tout ce qui n'était pas cloué au sol. Tu n'étais même pas là. Non, j'étais en train de me faire tirer dessus pour que tu puisses rester à la maison et vider sa carte de crédit sur des lots de cristaux Etsy. Ça l'a fait taire une seconde. Pas longtemps, mais assez pour une pause. Tu ne sais pas ce que je traversais, a-t-elle lancé. Tu as failli me tuer. C'était une erreur. Répète cette phrase, ai-je dit en m'approchant un peu plus. Mais regarde-moi dans les yeux cette fois. Elle ne l'a pas fait. Elle a regardé le trottoir, puis sa voiture, comme si elle avait mieux à faire ailleurs mais ne pouvait pas justifier de partir sans finir le scénario. Je suis toujours de la famille, a-t-elle marmonné. Non, tu es du même sang. Ce n'est pas la même chose. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Pour la première fois depuis une éternité, elle n'avait pas de répartie. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu vas t'en aller. Tu vas arrêter d'appeler, d'envoyer des textos, de prétendre que tout ça t'appartenait au départ. Et en retour, je ne porterai pas plainte. Sa tête s'est redressée d'un coup. Tu ne peux pas prouver. Je n'en ai pas besoin. Mais j'ai un médecin, une infirmière, un rapport écrit, et un hôpital qui n'aime pas les poursuites. Tu veux que ça devienne public? Fais-toi plaisir. On laissera Internet décider. J'ai pu voir le déclic dans ses yeux, la prise de conscience que c'était plus grave que de simplement perdre la maison de papa. Elle avait perdu le récit, la sympathie, l'image qu'elle avait passé des années à cultiver avec de fausses larmes et une mémoire sélective. Tu n'as pas le droit de me rayer de ta vie, a-t-elle dit finalement, plus doucement maintenant. Nous sommes sœurs. Nous l'étions, ai-je dit. Maintenant, nous sommes juste 2 personnes qui ont grandi dans le même quartier. Elle s'est retournée sans un mot de plus, est montée dans sa voiture, et a démarré en trombe, comme si cela faisait d'elle celle qui contrôlait la situation. Je ne l'ai pas regardée partir. Je suis entré dans la chambre du motel, je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai retiré la bouteille d'oxygène de la table de nuit. Je n'en avais plus besoin, mais je la gardais près de moi, un rappel que respirer n'était pas garanti, pas quand des gens comme elle étaient dans la pièce. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Marcus. C'est fait. Je dois te l'accorder, a-t-il répondu une minute plus tard. Bien. Dis-moi si elle s'approche encore de toi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien d'autre à dire. Le lendemain matin, je suis allé au bureau du greffier du comté pour déposer les papiers de transfert de propriété. La femme derrière le comptoir était efficace, pragmatique, et avait un sourire qui semblait assorti de conditions générales. Vous êtes la fille, n'est-ce pas, a-t-elle demandé en jetant un œil au nom sur le formulaire. L'une d'elles. Eh bien,
a-t-elle dit en tamponnant les papiers. On dirait que vous êtes la seule qui comptait. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors j'ai juste hoché la tête et j'ai pris le reçu. Dehors, le soleil frappait différemment. Pas plus brillant, juste plus clair. Je suis repassé à la maison. Cette fois, je suis sorti. La clé a fonctionné. La serrure a tourné. La porte s'est ouverte avec un grincement qui semblait trop dramatique pour être réel, mais ce n'était pas mis en scène. Elle n'avait juste pas été huilée depuis l'administration Bush. À l'intérieur, tout était exactement comme je m'en souvenais, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Le même canapé, la même table basse avec une rayure en forme de point d'interrogation, le même ficus artificiel que papa prétendait toujours être vrai. J'ai traversé les pièces lentement, non pas comme une fille qui rentre à la maison, mais comme quelqu'un qui évalue les dégâts après une tempête. Son bureau était intact. Le vieux bureau, les médailles dans leur boîtier, un bloc-notes sur l'étagère avec un stylo coincé entre des pages qui n'avaient pas été tournées depuis des mois. Je me suis assise dans son fauteuil. Il a grincé sous mon poids, comme il l'avait toujours fait. Sur le coin du bureau se trouvait une petite boîte en bois. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un reçu plié d'une quincaillerie et une carte de visite d'un entrepreneur. Au dos de la carte, de son écriture, il y avait 4 mots, réparer les marches arrière. C'était lui. Direct. Sans chichi. J'ai regardé par la fenêtre vers le porche. Les marches arrière étaient toujours fissurées, un peu déformées par les dégâts des eaux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas soupiré. Je suis juste resté debout, je suis sorti, et j'ai regardé les marches moi-même. Elles n'étaient pas si mal. Juste négligées. La négligence peut tout faire pourrir si on la laisse assez longtemps. La semaine suivante fut principalement calme. Pas de texto de Mélissa. Pas d'appel de ma mère. J'ai supposé qu'elles s'étaient toutes les deux retirées dans la même bulle isolée qu'elles avaient toujours eue, où la responsabilité n'existait pas et où les vérités inconfortables étaient rebaptisées malentendus. Je ne les ai pas poursuivies. Je n'ai pas essayé de réparer quoi que ce soit. Il n'y avait plus rien à réparer. J'ai passé mes matinées sur le porche, à boire du café noir qui avait le goût de charbon et de souvenirs, et à regarder le quartier continuer comme si de rien n'était. Granger promenait toujours son chien à 6h30 précise. Les adolescents d'en face mettaient toujours la musique trop forte. Quelqu'un laissait encore des prospectus pour des chats perdus sur la boîte aux lettres. Le deuil n'arrêtait pas le monde. Il vous faisait juste remarquer avec quelle facilité le monde l'ignorait. L'entrepreneur que papa avait noté au dos de cette carte de visite m'a finalement rappelé. Je lui ai fait remplacer les marches arrière et renforcer la rampe. Non pas parce que je comptais rester, mais parce que c'était quelque chose qui devait être fait, comme boucler une boucle que papa avait commencée. Quand j'ai mentionné son nom, l'entrepreneur a marqué une pause, a dit qu'il se souvenait de papa comme du type silencieux qui donnait de bons pourboires et ne se plaignait jamais. Ça semblait juste. Marcus est passé une fois avec des plats à emporter et un pack de 6. Regarde-toi, a-t-il dit, debout dans la cuisine. Domestique. Ne t'habitue pas. Je fais juste semblant de savoir ce que je fais. Il a décapsulé une bouteille et s'est appuyé contre le comptoir. Mélissa a pris contact? Non. Et si elle essaie, je ne répondrai pas. Il a hoché la tête. Tu es sérieuse à l'idée de couper les ponts avec elle? Je suis sérieuse à l'idée de ne pas saigner pour des gens qui aiguisent les couteaux. Il n'a rien dit pendant un moment, a juste hoché lentement la tête et a bu une gorgée de sa bière. Elle reviendra, a-t-il finalement dit. Alors elle pourra rester là où elle est. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Un silence confortable, le genre qu'on n'obtient qu'avec quelqu'un qui vous a vu à votre meilleur et avec un bracelet d'hôpital. Après le dîner, il a sorti une enveloppe et l'a fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que ton père m'a laissé. Il m'a demandé de ne te le donner que lorsque les choses se seraient calmées. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une petite clé. La note était courte. Becky, cette clé est pour le coffre-fort dans le garage. Je l'ai gardé à part parce que ta sœur ne s'est jamais donné la peine d'apprendre où il était. Je me suis dit que si quelqu'un comprenait pourquoi c'était important, ce serait toi. Papa, j'ai posé la note et j'ai regardé Marcus. Dois-je m'inquiéter? Il a haussé les épaules. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. Nous avons fini la bière,
puis nous sommes allés au garage. Le coffre-fort était vieux, en métal, et caché derrière une pile de vieilles chaises de jardin et un ballon de plage à moitié dégonflé qui datait probablement de l'époque Clinton. La clé a tourné sans résistance. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers, une enveloppe pleine d'argent liquide, et une clé USB. Marcus m'a laissé de l'espace pendant que je sortais tout. Les dossiers contenaient des photocopies de relevés bancaires, dont certains montraient des retraits correspondant aux dates de ses registres financiers de l'hôpital. Papa avait suivi chaque dollar, et il avait écrit des notes dans les marges, des dates, des questions, même une liste intitulée « Appel à vérifier » avec des numéros de téléphone et des coches. Il avait fait plus que soupçonner. Il avait enquêté. L'enveloppe d'argent contenait environ 6 000 $. Une note y était scotchée, urgence. La tienne, pas la sienne. La clé USB était étiquetée au stylo, Mélissa, au cas où. Je ne l'ai pas branchée ce soir-là. Je ne voulais pas encore voir ce qu'il y avait dessus. Je voulais savoir que je pouvais, et c'était suffisant. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Catherine Blake. Juste une mise à jour, a-t-elle dit. Votre sœur a signé une renonciation formelle à toute réclamation sur la succession. Son avocat lui a conseillé de ne pas poursuivre les contacts. L'a-t-elle signé volontairement? Elle l'a signé en jurant bruyamment, mais oui. Alors nous avons terminé ici. J'ai raccroché et je suis resté debout au milieu de la cuisine pendant un moment. Pas de mouvement, pas de bruit, juste le tic-tac régulier de l'aiguille des secondes sur la vieille horloge murale au-dessus de la cuisinière, celle que papa n'a jamais remplacée parce qu'elle fonctionne encore, non. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé entrer l'air chaud. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assise sur le porche avec la lettre que papa avait écrite et je l'ai relue. Non pas parce que j'avais besoin d'être rassuré, mais parce que je voulais entendre sa voix dans ma tête, la cadence, la façon saccadée dont il disait mon nom quand il essayait de ne pas être ému. Je ne veux pas que cela devienne une guerre. Son vœu a été exaucé. Ce n'était pas une guerre. Les guerres ont des règles. C'était autre chose. Et maintenant, c'était terminé. Je suis rentré et j'ai pris le dossier de l'hôpital sur la table. Je l'ai mis dans une boîte ignifugée avec les clés USB, la lettre, l'acte de propriété, et tout ce qui comptait. Puis j'ai supprimé le numéro de Mélissa de mon téléphone. Pas bloqué, pas archivé. Supprimé. Je ne laissais pas de porte ouverte à la réconciliation ou à une éventuelle trêve de vacances. Ce n'était pas le genre de fracture qu'on recolle avec du café et du pardon. C'était structurel, permanent, et entièrement évitable, si seulement elle s'était arrêtée avant d'aller trop loin. Mais elle ne l'a pas fait. Alors, je l'ai fait. La première nuit que j'ai passée seule dans la maison n'a pas été triomphale. Elle a été étrange. Pas effrayante, pas triste, juste différente, comme ces journées dans la maison d'un inconnu où tous les meubles ont des souvenirs attachés, mais aucun n'est vraiment le vôtre. J'ai traversé les pièces après la tombée de la nuit, sans lumière. La lune était pleine, et elle déversait juste assez de lumière sur le plancher pour que je puisse voir où tout se trouvait. Je n'ai trébuché sur rien. C'était une petite victoire. La cuisine avait toujours les mêmes vilains carreaux de linoléum des années 90. Le frigo faisait un bruit de soupir toutes les 30 minutes. Le salon sentait légèrement le pledge au citron et le vieux bois. Et la chambre principale, celle que papa avait utilisée, avait toujours une pile de magazines Reader's Digest sur la table de nuit, comme si le monde n'avait pas changé depuis des décennies. Je ne me suis pas installé dans sa chambre. Je n'en voulais pas. J'ai choisi la chambre d'amis au bout du couloir, plus petite, mais propre, neutre, sans lien avec quoi que ce soit de douloureux. J'ai dormi la fenêtre entr'ouverte. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau du comté et j'ai demandé des informations sur la création d'une organisation à but non lucratif. Catherine m'avait déjà envoyé les détails sur le fonds que papa avait laissé. L'argent était réel. Le nom, Fondation Lytton pour les femmes vétérans, n'était pas seulement symbolique. C'était quelque chose qu'il avait mis par écrit parce qu'il voulait laisser quelque chose qui comptait. Alors, j'ai donné suite. Je n'en ai pas fait un centre géant avec des murs en briques et une cérémonie d'inauguration. Je n'avais pas besoin d'un conseil d'administration ou de séance photo. J'ai commencé simplement, un abri à outils converti à l'arrière, avec une unité de climatisation, 3 chaises pliantes, une cafetière, et un panneau sur la porte qui disait « Pour les femmes qui ont servi et ont besoin de respirer à nouveau ». Certains pensaient que c'était littéral.
d'autres ont compris la métaphore. Quoi qu'il en soit, la première personne à se présenter était une femme nommée Gilles. Elle avait 34 ans, vétéran de la marine, 2 enfants, et un divorce qui grignotait encore son salaire. Elle n'a pas dit grand-chose la première fois, elle s'est juste assise là et a bu du café de station-service avec trop de crème en poudre. La deuxième fois, elle a apporté des muffins. La troisième fois, elle a pleuré. Après ça, il n'y a pas eu que Gilles. Quelques autres femmes sont arrivées au compte-gouttes. Certaines que j'avais rencontrées pendant mes déploiements. Certaines en avaient entendu parler par une amie. D'autres sont simplement venues parce que quelqu'un d'autre leur avait dit, il y a un endroit où tu peux aller où personne ne te demande d'aller bien. Je ne prétendais pas être une thérapeute. Je ne l'étais pas. Mais j'écoutais, et j'offrais ce que j'avais, le calme, l'honnêteté, le café, et l'assurance que respirer n'a pas à faire mal pour toujours. La nuit, je me promenais sur la propriété avec une lampe de poche, et je vérifiais l'abri comme si c'était un espace sacré. J'ai réparé les serrures, repeint les boiseries, et remplacé le toit moi-même après qu'un orage en ait arraché une partie. J'ai réappris à construire. Pas seulement des choses, mais moi-même. Marcus passait parfois. Pas souvent. Il me laissait de l'espace. Il m'apportait des blagues sous forme de sarcasme sec et de bon sens de niveau médical. Il ne me demandait jamais de parler de Mélissa. Il savait mieux. Un jour, il a amené une femme du ministère des anciens combattants qui aidait les vétérans à faire la transition vers des postes de direction civile. Elle a jeté un coup d'œil à l'endroit et a dit, c'est brut, mais c'est réel. Tu devrais continuer. Alors, je l'ai fait. J'ai commencé à organiser des soirées le dimanche. Rien de formel, juste quelques chaises, des sandwichs au fromage grillé, et la certitude que personne ne parlerait de médailles, de grades, ou de ce qu'ils avaient vu en uniforme, à moins d'en avoir envie. Nous parlions de factures, de relations, de crises de panique sur les parkings de Walmart, de cauchemars, de thérapies qui marchaient, de thérapies qui ne marchaient pas, de la culpabilité de survivre, de la culpabilité de rentrer à la maison et de ne rien ressentir. Ce n'était pas de la guérison. Pas tout de suite. Mais c'était de l'air. Et la plupart d'entre nous en avions manqué trop longtemps. Je ne leur ai jamais parlé de Mélissa. Non pas parce que je le cachais, mais parce que mon histoire n'était pas spéciale. Trop d'entre elles en avaient une version, un frère ou une sœur qui blessait profondément, un parent qui avait des favoris, une famille qui ne se souvenait d'eux que lorsqu'ils avaient besoin d'une photo en uniforme pour des j'aime sur Facebook le jour des vétérans. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles ont juste besoin d'être entendues dans le silence entre les conversations. Un après-midi, en réorganisant une étagère de fournitures dans l'abri, j'ai trouvé un vieux carnet coincé derrière l'armoire. J'ai reconnu l'écriture. C'était celle de papa. Ce n'était pas un journal, juste des notes, des idées de réparation pour la maison, une liste de courses qui incluait le betterave, des gueux pour Becky, un budget à moitié écrit pour quelque chose appelé agrandissement du Porsche, suivi de ne pas le dire à Mélissa. Vers la fin se trouvait une ligne qu'il avait écrite en majuscule, certaines personnes cassent des choses, d'autres les réparent. Ne laissez pas les casseurs vous convaincre qu'ils sont les mêmes. J'ai arraché cette page et je l'ai épinglée sur le tableau en liège dans l'abri, juste à côté de la feuille de présence et des numéros d'urgence. Les gens l'ont remarqué. Personne n'a posé de questions. Le jour où j'ai enlevé la vieille photo encadrée de Mélissa du couloir, je ne l'ai pas remplacée. Je n'avais pas besoin de remplir chaque espace vide avec quelque chose de mieux. Certaines choses avaient juste besoin de rester vides. Un matin, environ 4 mois après la lecture du testament, j'ai reçu une lettre par la poste sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une courte note, écrite d'une main trop soignée pour être celle de Mélissa, mais trop familière pour être celle d'une étrangère. Je ne pense toujours pas avoir fait quelque chose de mal. Mais je sais que j'ai perdu. Et je sais pourquoi. Tu as toujours été celle en qui papa croyait. Je ne voulais juste pas y croire. Il n'y avait pas de signature, juste du silence sur papier. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas déchiqueté non plus. Je l'ai plié une fois, je l'ai glissé entre les pages du carnet de papa, et je l'ai refermé, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que j'avais déjà choisi de ne plus la porter. La fondation a continué de grandir, lentement. Pas de réseaux sociaux, pas de prospectus, juste des femmes qui disaient à d'autres femmes, tu aimeras cet endroit. C'est honnête. Et peut-être que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas la vengeance,
pas avoir raison, juste un endroit où je n'avais pas à m'excuser d'être celle qui est restée debout, même quand tous les autres sont partis.